Ce que tu détestes le plus chez les autres, c'est exactement ce que tu refuses de voir en toi. Je sais. C'est une phrase qui fait mal. C'est une phrase qu'on entend et qu'on rejette immédiatement, parce qu'elle dérange, parce qu'elle touche quelque chose de trop vrai, quelque chose qu'on préfère garder dans l'obscurité plutôt que de le regarder en face. Mais si tu es encore là, si tu n'as pas fermé cette vidéo, c'est que, quelque part en toi, tu sais que c'est vrai. Tu le sens. Tu ne peux pas encore le formuler peut-être, mais tu le sens dans ton corps, dans cette tension subtile que tu ressens quand quelqu'un te met en colère sans raison apparente, quand quelqu'un te dérange profondément et que tu ne sais même pas pourquoi. Aujourd'hui, on va explorer un territoire que la plupart des gens évitent toute leur vie. On va parler de ton ombre. Pas l'ombre qui se projette derrière toi quand tu marches au soleil. L'autre. Celle qui vit à l'intérieur. Celle que tu nourris chaque jour sans le savoir, avec tes silences, tes fuites, tes jugements, tes dénis. Et on ne va pas juste en parler, on va la rencontrer. On va lui donner un visage, une voix, un langage. Parce que ton ombre te parle. Elle te parle depuis toujours. Et tout ce que tu appelles blocage, conflit, répétition, c'est elle qui essaye d'attirer ton attention. Mais avant d'aller plus loin, je veux poser le cadre. Et je veux le poser avec précision, parce que ce concept a été tellement déformé, tellement récupéré, tellement mélangé avec des idées qui n'ont rien à voir, qu'il faut revenir à la source. Ce que je vais te dire vient d'un homme qui a passé 60 ans de sa vie à cartographier l'invisible. Carl Gustav Jung, psychiatre suisse, élève de Freud puis dissident, voyageur de l'inconscient, est probablement l'esprit le plus audacieux du XXe siècle. Il a risqué sa carrière, sa réputation, sa santé mentale pour explorer ce que personne n'osait regarder. Et il en est revenu avec une carte de l'intérieur humain. Et sur cette carte, il y a un territoire qu'il a nommé l'ombre. Et je veux être clair sur un point, parce que c'est là que beaucoup de gens se trompent, et que beaucoup de chaînes et de livres se trompent aussi. Ce que Jung décrit avec l'ombre, ce n'est pas la loi de l'attraction. Ce n'est pas l'idée que tes pensées créent littéralement ta réalité matérielle. Ce n'est pas l'idée que tu attires les événements de ta vie par ta vibration ou ton énergie. Ça, c'est de la pensée magique, et Jung l'aurait rejeté avec une sévérité absolue. Il appelait ça l'inflation de l'ego, se prendre pour Dieu. Croire que le moi individuel a le pouvoir de façonner le réel à sa guise. Ce que Jung a découvert, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus utile. Il a dit « Ce que tu ne rends pas conscient se manifeste dans ta vie et tu appelles ça le destin. » Écoute bien. Il ne dit pas que ton inconscient crée les événements extérieurs. Il dit que ton inconscient change ta façon de percevoir les événements, de réagir aux événements, de choisir face aux événements. Et ces choix, ces réactions, ces perceptions déformées parce que tu refuses de voir en toi, finissent par dessiner la trajectoire de ta vie. Ce n'est pas magique, c'est mécanique, c'est psychologique, c'est observable. Tu ne crées pas les personnes toxiques dans ta vie. Mais si tu portes une blessure d'abandon non reconnue, tu vas interpréter certains comportements normaux comme des signes d'abandon. Tu vas tolérer des comportements inacceptables par peur d'être quitté. Tu vas saboter des relations saines parce que, inconsciemment, tu attends la trahison. Et tout ça va produire des résultats qui ressemblent à un schéma, qui ressemblent à un destin, mais qui sont en réalité le produit de ton inconscient qui filtre la réalité à travers ces blessures non regardées. La différence est capitale. Dans un cas, tu es une victime passive d'une force cosmique qui te renvoie tes vibrations.
Dans l'autre, tu es un agent actif dont les mécanismes inconscients influencent tes décisions, tes perceptions et tes relations. Le premier modèle te rend impuissant face à une loi invisible. Le second te rend responsable, pas coupable, responsable, de comprendre ce qui se joue en toi pour cesser de répéter ce que tu ne veux plus vivre. C'est une différence entre la pensée magique et le courage psychologique. Et ce soir, on parle de courage. L'ombre, c'est tout ce que tu as décidé de ne pas être. Quand tu étais enfant, tu étais entier. Tu ressentais tout. La joie, la rage, la tristesse, la jalousie, la cruauté, la tendresse, l'égoïsme, la générosité. Tout existait en toi, simultanément, sans filtre, sans hiérarchie, sans jugement. Et puis le monde est intervenu. Tes parents t'ont dit « Ne sois pas en colère ». Tes professeurs t'ont dit « Ne sois pas si bruyant ». Tes amis t'ont montré « Ne sois pas différent ». La société t'a appris « Ne sois pas trop ambitieux » ou trop sensible, ou trop intense, ou trop quoi que ce soit qui dérange l'ordre établi. Et toi, parce que tu voulais être aimé, parce que tu voulais appartenir, parce que tu avais besoin de sécurité, tu as commencé à couper. Tu as pris des morceaux de toi-même et tu les as jetés dans l'obscurité. Pas parce qu'ils étaient mauvais, parce qu'on t'a fait croire qu'ils l'étaient. Je veux te raconter comment ça se passe concrètement. Comment l'ombre se construit, couche par couche, année après année, jusqu'à ce qu'elle devienne si épaisse que tu ne sais même plus qu'elle existe. Tu as 3 ans, tu es dans un supermarché avec ta mère, tu veux quelque chose, un jouet, un bonbon, quelque chose qui brille et qui t'attire. Et ta mère dit non. Et tu fais ce que font tous les enfants de 3 ans. Tu exprimes ta frustration, tu pleures, tu cries, tu te roules par terre peut-être. Et ta mère, gênée par les regards des autres clients, te dit « Arrête, tu es insupportable. Les enfants sages ne font pas ça. » Et toi, à 3 ans, tu ne comprends pas les nuances. Tu n'entends pas. Ton comportement est inapproprié dans ce contexte. Tu entends? Cette partie de toi est mauvaise. Cette émotion est mauvaise. Cette force en toi qui veut, qui désire, qui demande, elle est mauvaise. Et hop, dans le sac. Tu as 7 ans. Tu dessines. Pas des dessins scolaires, des dessins fous, des monstres, des explosions, des forêts enchantées, pleines de créatures impossibles. Et quelqu'un, un adulte, un frère aîné, un camarade, regarde ton dessin et rit. Ou pire, dit « c'est n'importe quoi ». Et cette créativité sauvage, cette imagination débordante, cette liberté de créer sans se soucier du résultat, hop, dans le sac. Tu as 12 ans, tu pleures devant un film, tes camarades te voient et tu entends ces mots qui marquent au fer, c'est un bébé. Les garçons, surtout, entendent ça. Mais les filles aussi, autrement. La sensibilité, hop, dans le sac. Tu as 16 ans. Tu es attiré par quelqu'un. Tu le montres. On te rejette. On se moque peut-être. La vulnérabilité amoureuse, hop, dans le sac. Tu as 22 ans. Tu as une idée folle. Créer quelque chose. Voyager. Changer de voie. On te dit, sois réaliste. L'audace, hop, dans le sac. Et ainsi de suite. Couche par couche. Année après année. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une version de toi tellement polie, tellement lissée, tellement acceptable, que tu ne te reconnais même plus. Et tu appelles ça la maturité. Tu appelles ça devenir adulte. Mais ce n'est pas ça. C'est devenir une fraction de toi-même. C'est vivre avec 10% de ton énergie pendant que les 90 autres pourcents pourrissent dans le noir. La colère. Prenons la colère puisque c'est peut-être l'émotion la plus universellement refoulée. Tu as appris très tôt que la colère était dangereuse, que les gens en colère font peur,
que les gens bien ne se mettent pas en colère. Alors tu l'as enterré. Et maintenant, des années plus tard, tu te retrouves incapable de poser tes limites, incapable de dire non, incapable de défendre ce qui compte pour toi, parce que la moindre étincelle de frustration te fait paniquer. Tu la sens monter et tu l'étouffes immédiatement, comme on éteint un feu avant même qu'il ne prenne. Mais le feu ne s'éteint pas, il brûle en dessous. Il brûle dans ton corps sous forme de tension, de mâchoire serrée la nuit, de maux de dos chroniques, de ce nœud permanent dans le ventre que tu as appris à ignorer. Il brûle dans tes relations sous forme de ressentiments passifs, de petites piques déguisées en humour, de silences qui pèsent plus lourd que des cris. Il se manifeste dans les moments où tu exploses pour une raison minuscule, parce que ce n'est jamais la raison minuscule le vrai problème, c'est les 300 fois où tu as avalé ta colère avant ce moment-là. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers qui te punit, c'est ton ombre qui crie. Laisse-moi exister. Ou peut-être que c'est l'ambition que tu as enterrée. Peut-être qu'on t'a appris que vouloir trop, c'était égoïste, que les gens humbles ne cherchent pas la réussite, que désirer de grandes choses, c'était prétentieux, ou pire, dangereux, parce que si tu échouais, la honte serait insupportable. Alors, tu as diminué tes rêves, tu les as rendus raisonnables, acceptables, modestes. Tu as appris à dire « ça me va ». Tu as appris à dire « je suis content de ce que j'ai ». Et c'est peut-être vrai, mais peut-être pas. Et maintenant tu regardes d'autres personnes réussir et tu sens cette brûlure à l'intérieur, cette chose que tu appelles jalousie, mais qui est en réalité du deuil. Le deuil de la version de toi que tu n'as jamais autorisée à exister. Le deuil de tes possibilités assassinées, pas par le monde, par toi-même, par ta peur de ton propre potentiel. Ou peut-être que c'est ta sensibilité. Peut-être qu'on t'a dit que pleurer c'était faible, que les gens forts ne montrent pas leurs émotions, que ressentir trop, c'était un défaut, une faiblesse de caractère, quelque chose à corriger comme on corrige une mauvaise posture. Alors tu as construit un mur épais, solide, impressionnant de l'extérieur. Les gens te trouvent fort, stable, fiable, et toi tu te sens vide. Parce que derrière ce mur, il y a un enfant qui n'a jamais cessé de pleurer, qui n'a jamais cessé de ressentir, mais dont personne n'entend plus la voix. Même pas toi, surtout pas toi. Ton ombre, c'est cet enfant. Il y a une histoire que les soufis racontent depuis des siècles. L'histoire de Nasreddin, ce sage déguisé en fou que l'on retrouve dans toutes les traditions du Moyen-Orient. Un soir, un voisin trouve Nasreddin à quatre pattes sous un réverbère, en train de chercher quelque chose. « Qu'est-ce que tu as perdu ?» demande le voisin. « Ma clé » répond Nasreddin. Le voisin se met à chercher avec lui. Au bout d'un moment, il demande « Tu es sûr que tu l'as perdu ici ?»« Non, » dit Nasreddin. « Je l'ai perdu là-bas, dans ma maison. »« Mais pourquoi tu cherches ici alors ?»« Parce qu'ici, il y a de la lumière. » C'est exactement ce que nous faisons. Nous cherchons les réponses à nos problèmes dans la lumière, dans ce qui est visible, dans ce qui est confortable à examiner. Nous analysons nos comportements conscients, nos pensées rationnelles, nos décisions logiques. Nous lisons des livres de développement personnel qui nous donnent des techniques pour mieux gérer notre temps, mieux communiquer, mieux performer. Et tout ça est utile. Je ne dis pas le contraire. Mais la clé n'est pas là. La clé est dans l'obscurité, dans l'ombre, dans tout ce que nous avons jeté dans cette cave et que nous avons juré de ne plus jamais visiter. Et tant que tu ne retournes pas dans cette maison sombre pour chercher là où tu as vraiment perdu quelque chose, tu continueras à tourner en rond sous le réverbère, convaincu que tu fais des progrès alors que tu n'avances pas d'un pas. Si tu es encore là,
c'est que quelque chose résonne. Si c'est le cas, un abonnement ou un partage, ça m'aide à continuer ce travail. Merci d'être là. On continue. Le philosophe Robert Bly a une image magnifique pour décrire l'ombre. Il parle d'un long sac que nous traînons derrière nous. Quand nous sommes enfants, ce sac est vide et nous sommes pleins. Pleins de vitalité, de spontanéité, de rage, de tendresse, de tout. Et puis, année après année, nous mettons des morceaux de nous dans le sac. La colère, hop, dans le sac. La sexualité, hop, dans le sac. L'ambition, la tristesse, la folie, la créativité sauvage, dans le sac, dans le sac, dans le sac. Et à 40 ans, dit Bly, il ne reste qu'une fine tranche de nous. Tout le reste est dans le sac. Et nous passons le reste de notre vie à essayer de rouvrir ce sac, à essayer de récupérer ce que nous y avons mis. Et le pire, c'est que le sac ne reste pas de la même taille. Il grossit. Chaque année, il grossit un peu plus, parce que maintenir des morceaux de soi dans l'inconscient demande de l'énergie. Une énergie colossale. Tu te demandes parfois pourquoi tu es fatigué alors que tu n'as rien fait de physiquement exigeant? C'est le sac. C'est l'effort permanent, invisible, souterrain, de garder enfermé ce qui veut être libre. C'est pour ça que les crises de la quarantaine existent. Ce n'est pas une question d'âge. C'est le moment où le sac devient trop lourd. Où le poids de tout ce que tu as renié commence à peser plus que le confort de l'ignorer. C'est le moment où ton ombre dit « maintenant ou jamais ». Et les gens qui l'écoutent changent de vie. Pas toujours de manière spectaculaire. Parfois c'est subtil. Un nouveau hobby. Une conversation qu'ils repoussaient depuis des années. Une permission qu'ils se donnent enfin. Mais quelque chose change. Quelque chose de fondamental. Et ceux qui ne l'écoutent pas, ils s'engourdissent, ils s'anesthésient, alcool, travail excessif, écran, achat compulsif, relations superficielles. Tout ce qui permet de ne pas entendre le bruit qui vient de la cave. Tu sais ce qu'il y a dans ton sac? Pense à ce qui te met mal à l'aise, pas ce qui te fait peur de manière rationnelle, comme les serpents ou les hauteurs. Ce qui te met mal à l'aise de manière inexplicable. Ce qui te fait détourner le regard. Ce qui crée en toi une réaction disproportionnée par rapport à la situation. Quelqu'un qui parle fort et qui prend de la place. Quelqu'un qui pleure sans honte devant tout le monde. Quelqu'un qui dit non sans se justifier. Quelqu'un qui réussit sans s'excuser. Quelqu'un qui vit librement, sans se soucier du regard des autres. Ce malaise que tu ressens, c'est ton ombre qui tape contre le couvercle du sac. C'est elle qui dit « Moi aussi, je veux exister. Moi aussi, j'ai le droit d'être là. » J'ai mis des années à comprendre ça, des années à me demander pourquoi je répétais toujours les mêmes schémas, pourquoi les mêmes types de conflits revenaient, pourquoi les mêmes blessures se rouvraient dans des contextes différents, avec des personnes différentes, mais toujours, la même douleur au centre. Et un jour j'ai compris. Ce n'étaient pas les autres, ce n'était pas le monde, c'était moi. C'était une partie de moi que j'avais chassée si loin que je ne la reconnaissais même plus. Mais elle était là. Elle avait toujours été là. Et elle orientait ma vie depuis les coulisses, pas en créant les événements, pas en attirant les situations, mais en filtrant tout ce que je percevais, en déformant mes réactions, en me faisant choisir encore et encore les mêmes chemins parce que je ne voyais pas les autres options. Comme un metteur en scène invisible qui ne crée pas les acteurs, mais qui décide lesquels montent sur scène et comment ils jouent leur rôle. Et c'est ça, la vraie puissance de l'ombre. Elle ne fabrique pas ta réalité. Elle façonne ta perception de la réalité.
et ta perception détermine tes choix. Et tes choix dessinent ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Et c'est infiniment plus utile que la magie, parce que tu peux agir dessus. Il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de gens quand ils découvrent le concept de l'ombre. Ils essaient de la vaincre, de la dominer, de la contrôler. Ils traitent leur ombre comme un ennemi à combattre, un monstre à enchaîner, un défaut à corriger. C'est l'erreur la plus commune et la plus dangereuse, parce que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Tu ne peux pas gagner une guerre contre toi-même. Plus tu te bats contre ton ombre, plus elle se bat contre toi. Plus tu la repousses, plus elle revient en force. C'est la loi la plus simple et la plus ignorée de la psyché humaine. Ce à quoi tu résistes persiste. La seule chose qui fonctionne, c'est l'intégration, pas la suppression, l'intégration. Mais je veux être honnête avec toi. L'intégration de l'ombre, ce n'est pas un exercice de visualisation agréable. Ce n'est pas méditer en pensant à ta lumière intérieure. C'est un travail moral, un travail douloureux. Un travail qui te demande de regarder en face des choses que tu préférerais ne jamais voir, des souvenirs que tu as enterrés, des vérités sur toi-même que tu as passé des années à fuir, des émotions si intenses que tu as construit des murs entiers pour ne pas les sentir. Jung lui-même a traversé ce qu'il appelait sa confrontation avec l'inconscient, une période de plusieurs années où il a délibérément plongé dans ses propres profondeurs, et il a décrit cette période comme la chose la plus terrifiante et la plus transformatrice de sa vie. Il n'a pas visualisé de la lumière, il a affronté ses ténèbres, et il en est ressorti changé, pas parce que c'était beau, mais parce que c'était vrai. Reconnaître que ton ombre fait partie de toi, qu'elle a toujours fait partie de toi, qu'elle n'est pas ton ennemi, qu'elle est la part de toi que tu as sacrifiée pour être acceptée, et que ce sacrifice a un coût que tu paies chaque jour sans le savoir. L'intégration de l'ombre, ce n'est pas devenir ce que tu crains. Ce n'est pas laisser libre cours à tes pires instincts. C'est reconnaître que ces instincts existent, les regarder avec honnêteté et choisir consciemment comment les exprimer. La différence entre quelqu'un de dangereux et quelqu'un de puissant, c'est que le deuxième connaît sa propre ombre et a appris à danser avec elle. Pense à quelqu'un que tu admires profondément, quelqu'un qui te semble entier, authentique, magnétique, quelqu'un dont tu sens qu'il ne joue pas un rôle. Je te garantis que cette personne n'a pas supprimé son ombre. Elle l'a intégrée. Elle connaît sa capacité de colère, et c'est pour ça qu'elle est si calme. Elle connaît sa capacité de cruauté, et c'est pour ça qu'elle est si douce. Elle connaît sa capacité de lâcheté, et c'est pour ça qu'elle est si courageuse. Parce que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la connaissance intime de ta propre ombre, et le choix quotidien de ne pas la laisser diriger ta vie. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Quelque chose de fondamental que Jung a découvert et que peu de gens saisissent vraiment. Ton ombre n'est pas ton côté sombre, c'est ton côté inconscient. Et dans cet inconscient, il n'y a pas que du lait, il y a aussi du beau. Il y a des trésors, des talents que tu n'as jamais développés parce qu'on t'a dit qu'ils ne servaient à rien. De la créativité que tu as étouffée parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases. De l'amour que tu n'as jamais donné parce que tu avais trop peur d'être rejeté. De la joie brute, de l'enthousiasme enfantin, de la capacité d'émerveillement que tu as sacrifiée sur l'autel du sérieux adulte. Jung appelait ça l'or dans l'ombre, et c'est peut-être la chose la plus importante que tu entendras aujourd'hui. Parce que ça signifie que ton ombre ne contient pas seulement tes démons, elle contient aussi tes dons.
les dons que tu as refoulés parce qu'ils dérangeaient, les dons que tu as étouffés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que tu devais projeter. L'enfant en toi qui dansait sans raison, qui chantait faux avec joie, qui inventait des histoires, qui disait ce qu'il pensait sans filtrer, qui aimait sans condition et sans calcul. Cet enfant est dans l'ombre aussi, et il attend. Pas avec colère, avec patience, avec cette patience infinie que seule une partie de toi peut avoir parce qu'elle sait qu'un jour ou l'autre, tu reviendras la chercher. Henriette avait 52 ans quand elle a découvert son ombre. Pas dans un livre, pas dans une thérapie. Dans sa cuisine, un mardi soir, en coupant des oignons. Sa fille de 25 ans, Camille, venait de lui annoncer qu'elle quittait son travail stable dans une banque pour devenir artiste peintre. Et Henriette avait explosé. Une rage disproportionnée, incompréhensible, comme un barrage qui cède d'un coup. Des mots durs, des accusations. Tu es irresponsable, tu gâches ta vie, tu ne réfléchis jamais, tu vas finir sans rien. Et Camille l'avait regardé, avec ses yeux calmes, ses yeux qui ne jugent pas, ses yeux d'une génération qui a moins peur de ses émotions que la précédente. Et elle avait dit, doucement, « Maman, c'est toi que tu décris ou c'est moi ?» Et Henriette s'était effondrée. Pas de colère, de reconnaissance, parce que sa fille avait raison. Ce n'était pas Camille qu'elle jugeait, c'était elle-même, la version d'elle qui avait rêvé d'être peintre à 22 ans, qui avait un talent fou, qui passait ses dimanches dans un petit atelier prêté par une amie à peindre des paysages que les gens trouvaient beaux, et qui avait rangé ses pinceaux dans un carton le jour où son père, un homme pragmatique, un homme de chiffres et de certitude, lui avait dit « L'art, c'est un hobby, pas un métier, et si tu veux mon respect, tu trouveras un vrai travail. » Elle avait trouvé un vrai travail. 30 ans de comptabilité. 30 ans de colonnes et de chiffres et de réunions et de trajets en métro et de lundi matin. Et le carton avec les pinceaux était resté dans un placard, d'abord dans son premier appartement, puis dans la cave de sa maison, puis quelque part, elle ne savait même plus où. Mais son ombre savait, son ombre n'avait jamais oublié. Et quand sa fille avait eu le courage de faire ce qu'elle n'avait jamais osé, quelque chose en elle s'était réveillé. Pas de l'admiration, de la douleur. La douleur de voir quelqu'un vivre la vie que tu as refusée. La douleur de l'ombre qui dit « Tu vois, c'était possible, c'est toujours possible, mais tu as choisi la peur. » Et c'est ça, la projection. C'est exactement ça que Jung décrivait. Henriette ne réagissait pas à la décision de Camille. Elle réagissait à sa propre blessure, projetée sur sa fille. Elle ne voyait pas Camille telle qu'elle était. Elle voyait, à travers Camille, la version d'elle-même qu'elle avait assassinée 30 ans plus tôt. Et sa rage n'était pas dirigée vers sa fille. Elle était dirigée vers elle-même, vers sa propre lâcheté, vers ses propres pinceaux abandonnés dans une cave. C'est ça, la projection. Pas une force mystique qui crée la réalité. Un mécanisme psychologique qui déforme ta perception de la réalité. Et cette déformation te fait souffrir, te fait réagir, te fait blesser les gens que tu aimes, jusqu'à ce que tu vois ce qui se joue vraiment. Henriette a retrouvé ses pinceaux. Elle a recommencé à peindre, timidement, maladroitement, avec des mains qui avaient oublié, mais un cœur qui se souvenait de tout. Elle ne sera probablement jamais une artiste célèbre. Ce n'est pas le point. Le point, c'est qu'elle a rouvert le sac, et la partie d'elle qui était enfermée dans le noir depuis 30 ans peut enfin respirer. Et toi? Quand est-ce que tu t'es mis en colère contre quelqu'un pour la mauvaise raison?
Quand est-ce que ta réaction a été trop forte, trop intense, trop chargée pour la situation? Quand est-ce que tu as jugé quelqu'un et que, dans un éclair de lucidité, tu as senti que tu te jugeais toi-même? Ne réponds pas tout de suite. Laisse la question travailler. Ce sont les empreintes de ton ombre, ses traces, son langage. Parce que l'ombre a un langage précis, cohérent, déchiffrable. Et une fois que tu apprends à le lire, ta vie entière se transforme. Ce qui était conflit devient information. Ce qui était douleur devient direction. Ce qui était obscurité devient une carte. Le premier mot de ce langage, c'est la projection. Ce que tu projettes sur les autres, c'est ce qui vit en toi sans que tu le saches. L'homme que tu trouves arrogant porte peut-être la confiance que tu t'es interdite. La femme que tu trouves froide porte peut-être la protection que tu n'as jamais su te donner. L'ami que tu trouves égoïste porte peut-être le droit de dire non que tu as perdu en chemin. La personne que tu trouves superficielle porte peut-être la légèreté que tu t'es interdit de vivre. Chaque jugement est un miroir. Chaque irritation est une invitation. Pas une invitation à devenir comme l'autre, une invitation à reconnaître que cette qualité, positive ou négative, existe aussi en toi, sous une forme que tu refuses de voir. Le deuxième mot, c'est la répétition. Les schémas qui reviennent dans ta vie ne sont pas des punitions cosmiques. Ce ne sont pas les preuves que l'univers te teste ou te punit. Ce sont les conséquences de tes angles morts psychologiques. Quand tu ne vois pas un mécanisme en toi, tu le reproduis. Pas parce que tu l'attires, parce que tu fais les mêmes choix inconscients, tu réagis de la même manière automatique, tu interprètes les situations à travers le même filtre déformé. Et ces choix, ces réactions, ces interprétations produisent des résultats similaires, encore et encore. Tu tombes toujours amoureux du même type de personne? Ce n'est pas la loi de l'attraction. C'est que tu ne vois pas ce qui, dans ta propre psychologie, te pousse vers ce type de personne et te rend aveugle aux signaux que d'autres verraient. Tu te retrouves toujours dans la même dynamique au travail? Ce n'est pas la malchance. C'est que tu reproduis, sans le savoir, un schéma relationnel appris dans l'enfance qui se rejoue avec de nouveaux acteurs. La répétition n'est pas un destin. C'est une invitation à voir ce que tu ne vois pas encore. Le troisième mot, c'est le rêve. Tes rêves sont la scène de théâtre de ton ombre. Les personnages terrifiants, les situations absurdes, les cauchemars récurrents. Tout ça, c'est ton ombre qui profite de la nuit, quand ta conscience baisse la garde pour te montrer ce que tu refuses de voir le jour. Ce monstre qui te poursuit dans tes rêves, c'est peut-être ta colère refoulée. Cette maison en ruine que tu visites la nuit, c'est peut-être ton monde intérieur négligé. Ce visage inconnu qui revient, c'est peut-être la version de toi que tu n'as jamais laissé naître. Les rêves ne mentent pas. Ils n'ont aucune raison de mentir. Ils sont la voie la plus honnête que tu possèdes. Et si tu commences à les noter, chaque matin, dans un carnet posé à côté de ton lit, tu verras émerger des motifs, des récurrences, des messages que ton ombre t'envoie avec une constance et une créativité qui te laisseront sans voix. Parce que ton ombre est patiente. Elle n'abandonne jamais. Elle attend simplement que tu sois prêt à écouter. Il y a un exercice que je veux te proposer. Pas maintenant, ce soir. Quand tu seras seul, quand le bruit de la journée se sera calmé, quand les masques seront tombés et que tu seras juste toi, sans public, sans rôle à jouer. Prends une feuille, écris en haut ce que je ne supporte pas chez les autres et liste tout, sans filtre, sans jugement, sans te censurer. Les gens arrogants, les gens qui mentent, les gens faibles, les gens qui se plaignent, les gens égoïstes,
les gens qui manipulent, les gens qui abandonnent, les gens qui prennent trop de place, les gens qui n'en prennent pas assez, tout ce qui te fait réagir. Et puis, prends chaque mot, chaque qualité que tu détestes, et pose-toi cette question, sincèrement, courageusement, sans te mentir. Est-ce que cette chose existe aussi en moi, sous une forme que je refuse de voir? La réponse presque toujours est oui, pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es hypocrite, mais parce que tu es humain. Et être humain, c'est contenir tout, l'ombre et la lumière, le beau et le laid, le généreux et l'égoïste, le courageux et le lâche, le saint et le pécheur, tout, simultanément, sans que l'un annule l'autre. Le problème, ce n'est jamais d'avoir une ombre. Tout le monde en a une. Le problème, c'est de ne pas le savoir, ou pire, de le savoir et de refuser de le regarder. Tu sais ce qui se passe quand tu refuses de regarder ton ombre? Elle influence tes choix à ton insu. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans un film d'horreur. De manière subtile, de manière quotidienne, de manière si ordinaire que tu ne la remarques même pas. Elle influence tes choix à travers tes réactions automatiques, ces moments où tu dis quelque chose que tu regrettes aussitôt, ces moments où tu sabotes une relation qui allait bien, ces moments où tu fais exactement le contraire de ce que tu veux vraiment, ces moments où tu te demandes « mais pourquoi j'ai fait ça ?» C'est ton ombre qui parle à travers tes actes. Et elle parle d'autant plus fort que tu refuses de l'écouter. Non pas parce qu'elle est malveillante, mais parce que tu ne lui as jamais donné d'autre choix. Tu l'as enfermée, alors elle s'exprime comme elle peut, par les fissures, par les moments de fatigue, par les instants où ta vigilance faiblit. Et chaque fois, elle fait un peu de dégâts, juste assez pour te rappeler qu'elle est là. Juste assez pour espérer que cette fois, peut-être, tu vas enfin la regarder. Alors comment on fait? Comment on intègre son ombre sans devenir ce qu'on craint? La première étape, c'est l'observation. Pas le changement. L'observation. Commence par remarquer tes réactions. Quand quelque chose te déclenche, au lieu de réagir, observe. Note mentalement. Tiens, ça me touche, ça me dérange, ça me met en colère, sans essayer de comprendre pourquoi tout de suite. Juste observe. La deuxième étape, c'est la curiosité. Quand tu as identifié ce qui te déclenche, pose-toi la question. Qu'est-ce que cette réaction dit de moi, pas de l'autre? Pas dans un esprit de culpabilité, dans un esprit de découverte, comme un archéologue qui trouve un fragment et se demande à quel édifice appartenait cette pièce. La troisième étape, c'est l'accueil, et c'est la plus difficile. Quand tu identifies une part d'ombre, ne la juge pas, ne la condamne pas, ne la repousse pas à nouveau dans le sac. Regarde-la, reconnais qu'elle existe, dis-lui dans ta tête ou à voix haute si tu es seul, « Je te vois, je sais que tu es là, tu fais partie de moi ». Ça semble simple. 3 étapes. Observer, questionner, accueillir. On pourrait croire que c'est un programme de week-end. C'est le travail d'une vie. Et c'est la chose la plus difficile que tu feras jamais, parce que tout en toi va résister. Ton ego va dire « Non, ce n'est pas moi ». Ta peur va dire « Si j'accepte ça, je vais devenir mauvais ». Ta honte va dire « Si les autres savaient ». Mais rien de tout ça n'est vrai. Accepter ton ombre ne te rend pas pire, ça te rend entier. Et être entier, c'est la condition première de toute transformation véritable. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de reconnaître. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de toucher. Tu ne peux pas transcender ce que tu refuses de traverser.
Il y a un homme dont j'aimerais te parler. Il s'appelait Alexandre. Il avait 38 ans. Il était ce que tout le monde appelle quelqu'un de bien. Patient, poli, toujours souriant, toujours disponible pour les autres. Le genre de personne dont on dit « il est tellement gentil ». Mais Alexandre avait un problème. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, le cœur battant, avec le même cauchemar. Dans ce rêve, il était dans une pièce fermée avec un homme violent, un homme qui criait, qui cassait des choses, qui faisait trembler les murs avec sa rage. Et Alexandre, dans le rêve, ne pouvait pas fuir. Il était paralysé. Il a raconté ce rêve à un thérapeute djindjien. Et le thérapeute lui a posé une question qui a tout changé. Il a dit « Et si cet homme violent dans votre rêve, c'était vous ?» Alexandre a ri. Puis il s'est mis en colère. Puis il a pleuré, parce qu'il a compris. L'homme violent dans son rêve était sa propre colère. La colère qu'il avait enfermée depuis l'enfance, quand il avait vu son père perdre le contrôle et terroriser toute la famille. Ce jour-là, le petit Alexandre avait fait un serment silencieux. Je ne serai jamais comme lui. Je ne serai jamais en colère. Et il avait tenu sa promesse. Pendant 30 ans. Il avait été doux, patient, accommodant. Mais sa colère n'avait pas disparu. Elle avait simplement déménagé dans ses rêves, dans ses maux de tête chroniques, dans cette tension permanente dans les épaules que personne ne voyait, mais qui ne le quittait jamais. Le travail d'Alexandre n'a pas été de devenir violent. Ça, c'est la peur de l'ego, la peur qui dit « si j'accepte ma colère, je vais devenir un monstre ». Non, le travail d'Alexandre a été de reconnaître que la colère est une énergie, pas un crime. Que cette énergie peut servir à protéger, à défendre, à poser des limites, à dire non quand tout en toi dit non, mais que ta bouche dit oui par peur de déplaire. Le jour où Alexandre a accepté sa colère, il n'est pas devenu son père. Il est devenu lui-même, pour la première fois en 30 ans. Et ses cauchemars se sont arrêtés. Non pas parce qu'une force mystique avait changé ses rêves, mais parce que son inconscient n'avait plus besoin de crier. Quelqu'un l'écoutait enfin. Ce soir, avant de dormir, essaie quelque chose. Ferme les yeux. Visualise une pièce sombre. Pas effrayante, juste sombre. Et dans cette pièce, il y a une chaise. Et sur cette chaise, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui te ressemble, mais en différent. Quelqu'un qui porte tout ce que tu as rejeté. Toutes les émotions que tu as bannies. Tous les rêves que tu as abandonnés. Toutes les parts de toi que tu as jugées indignes. Et regarde cette personne, sans fuir, sans juger, juste regarde-la. Et si tu es courageux, pose-lui une question, une seule. Celle qui te brûle les lèvres depuis que tu as commencé à écouter. Celle que tu connais déjà, mais que tu n'oses pas formuler. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu en chemin, de rouvrir le sac, d'inviter ton ombre à s'asseoir à ta table, non pas comme un ennemi vaincu, mais comme un voyageur qui revient de loin et qui a des histoires à raconter. Des histoires sur toi, sur qui tu es vraiment, pas la version polie, pas la version présentable, pas la version que tu montres au monde et qui s'effondre dès que tu es seul, la version complète, la version entière, la version qui contient la nuit et le jour, l'ombre et la lumière, et qui ne s'excuse plus d'exister. Jung a écrit, vers la fin de sa vie, une phrase qui résume peut-être tout son travail. Il a écrit « Je préférerais être entier que bon ». Entier, pas parfait, pas bon, pas exemplaire, entier, avec tout ce que ça implique.
les parts lumineuses et les parts sombres, les qualités et les défauts, les forces et les faiblesses, tout, sans tri, sans filtre, sans le masque permanent que nous portons pour plaire au monde, parce que la bonté qui naît du refoulement n'est pas de la bonté, c'est de la peur. La patience qui naît de la colère étouffée n'est pas de la patience, c'est de la soumission. La générosité qui naît de la peur d'être rejetée n'est pas de la générosité, c'est de la mendicité affective. Les vraies vertus ne naissent pas de l'absence de leur opposé. Elles naissent de sa connaissance. Le vrai calme est celui de quelqu'un qui connaît sa tempête intérieure et qui choisit le calme quand même. La vraie douceur est celle de quelqu'un qui sait qu'il pourrait être dur et qui choisit d'être doux. Le vrai courage est celui de quelqu'un qui connaît intimement sa propre lâcheté. Être entier, c'est ça. C'est porter en soi tous les contraires et choisir, consciemment, à chaque instant, qui tu veux être, non pas par défaut, non pas par peur, mais par choix, par liberté. Il y a un dernier enseignement que je veux partager avec toi avant qu'on se quitte. Les traditions de sagesse du monde entier, des alchimistes médiévaux aux philosophies taoïstes, des soufis aux contemplatifs chrétiens, toutes ces traditions disent la même chose avec des mots différents. La totalité est sacrée. L'or ne peut émerger que quand le plomb est reconnu. La lumière n'a de sens que parce que l'obscurité existe. Le jour n'est beau que parce que la nuit le précède. Tu n'es pas ta lumière seule, tu n'es pas ton ombre seul, tu es les deux, tu es le tout. Et ce tout, quand il est assumé, quand il est intégré, quand il est vécu sans honte et sans peur, ce tout est ce qu'il y a de plus puissant, de plus authentique, de plus magnétique au monde. Les gens le sentent. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le sentent. Quand quelqu'un est entier, quand quelqu'un a fait la paix avec son ombre, il y a quelque chose dans sa présence qui touche, qui rassure, qui inspire. Parce qu'il donne la permission aux autres de faire la même chose. Il dit, par son existence même, tu peux être tout ce que tu es. Tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à fuir. La prochaine fois que quelqu'un te met en colère sans raison, la prochaine fois que tu sens cette tension inexplicable, ce jugement automatique, cette irritation qui dépasse la situation, arrête-toi, respire et demande-toi « Qu'est-ce que cette personne porte que je refuse de porter moi-même » La réponse est dans l'ombre, et l'ombre n'attend qu'une chose, que tu allumes la lumière, non pas pour chasser l'obscurité, mais pour voir enfin ce qu'elle contenait depuis le début, toi, tout entier.